Cela fait ressembler les dynamiques de pouvoir modernes à des jeux de cour de récréation, n'est-ce pas? Aujourd'hui, nous débattons du consentement et de l'égalité. Les Romains se demandaient si une mauvaise position devait entraîner l'exil ou l'exécution. Nous nous inquiétons de notre réputation sur les réseaux sociaux. Les Romains craignaient d'être enterrés vivants à cause d'une rumeur sur leur vie privée. Mais si vous pensez que c'est tordu, attendez de voir ce qui est arrivé aux femmes qui osaient profiter de l'intimité. Voyons maintenant comment Rome a littéralement interdit le plaisir féminin de l'intimité. Imaginez si éprouver du plaisir lors de moments intimes était un crime passible de la peine de mort. Imaginez être contrainte de rester allongée, immobile, sans montrer aucune émotion, sans émettre aucun son, alors que les réactions naturelles de votre corps pourraient vous valoir la peine de mort. Il ne s'agissait pas d'une fiction dystopique, mais de la réalité quotidienne des femmes romaines. Rome a bâti tout un système juridique autour d'un paradoxe qui allait bouleverser les mentalités modernes. Elle célébrait le désir masculin tout en faisant du plaisir féminin un crime capital. Vous vous plaignez de l'angoisse de la performance intime? Les Romaines se livraient à des jeux de non-plaisir pour survivre. Les conséquences de la manifestation du plaisir étaient catastrophiques. Une femme qui bougeait trop, émettait des sons de plaisir ou manifestait le moindre signe de plaisir pouvait être accusée d'adultère, même avec son propre mari. Le plus troublant? Son propre père avait le droit légal de l'exécuter pour cela. Auguste, premier empereur de Rome, promulgua une série de réformes morales en 18 avenue Jésus-Christ qui transformèrent l'intimité féminine en piège mortel. La Lex Julia Adulterii Coercendi ne se contenta pas de punir l'adultère, elle criminalisa entièrement l'action féminine. En vertu de cette loi, un père découvrant que sa fille avait eu des relations sexuelles avant le mariage pouvait légalement l'exécuter, elle et son partenaire, sur le champ sans procès ni appel, simplement l'exécuter. Ce que la plupart des gens ignorent, c'est qu'Auguste a utilisé cette loi pour exiler sa propre fille, Julia l'aînée. Bien qu'elle fût la fille de l'empereur, mariée et mère de 5 enfants, Julia fut bannie sur une île lointaine pour avoir profité de l'intimité en public. Son crime précis? Avoir assisté à des fêtes où elle aurait manifesté son enthousiasme lors de rencontres privées. Auguste interdit à quiconque de lui rendre visite, bannit le vin de son alimentation et décréta qu'elle devait être enterrée hors du tombeau familial. L'empereur romain fit périr sa propre fille pour avoir éprouvé du plaisir. Mais attendez, il y a pire. Les experts médicaux romains ont créé toute une mythologie autour du désir féminin, destinée à terroriser les femmes et à les engourdir. Ils affirmaient que l'excitation féminine provoquait l'hystérie, la folie et la possession démoniaque. Le docteur Soranus d'Éphèse, considéré comme le plus grand gynécologue de Rome, écrivait que les femmes qui éprouvaient trop de plaisir souffraient d'utérus errant à un état où l'utérus se détachait et flottait autour du corps, provoquant la folie. Les traitements pour l'excitation féminine étaient essentiellement de la torture médicale. Nous disposons de documents détaillés sur ces procédures. Les femmes manifestant des signes de plaisir étaient soumises à des traitements de refroidissement, contraintes de rester assises dans de l'eau glacée pendant des heures, de boire des potions à base de plomb et de mercure, ou de subir une fumigation où elles respiraient de la fumée toxique pour calmer l'utérus. Les femmes fortunées payaient des fortunes pour que des médecins les empoisonnent jusqu'à les engourdir. Prenons le cas de Sronia, une noble dont l'histoire ne subsiste que par fragments. Après que son mari eut rapporté qu'elle semblait apprécier, excessivement, leur nuit de noces, elle fut envoyée auprès des plus hautes autorités médicales de Rome. Le traitement était effroyable, bain de glace quotidien à l'aube, consommation forcée d'herbes amères provoquant des maladies, saignée pour apaiser les passions, application de poudre de plomb pour refroidir le corps. Après 6 mois de cette torture médicale, Sronia avait appris à rester parfaitement immobile lors des rapports intimes, sans manifester la moindre réaction. Les médecins la déclarèrent guérie. Ce 2 poids, 2 mesures était d'une cruauté stupéfiante. Les mêmes hommes qui exigeaient de leurs épouses une insensibilité intime célébraient ouvertement leur propre conquête. Un Romain pouvait s'engager avec des esclaves, des prostituées et des non-citoyens sans conséquence. Il pouvait se vanter de sa virilité au Sénat. Il pouvait faire ériger des statues célébrant ses prouesses. Mais si sa femme souriait pendant l'intimité,
c'était la peine de mort. Les femmes romaines élaboraient des stratégies de survie élaborées qui s'apparentaient à de l'horreur psychologique. Elles créaient des réseaux secrets pour s'enseigner mutuellement la technique de l'engourdissement. Les femmes plus âgées enseignaient aux plus jeunes l'art de la suppression émotionnelle, comment respirer silencieusement, comment détendre les muscles du visage, comment prévenir les réactions involontaires. Nous possédons des fragments de lettres où des mères écrivaient à leurs filles des conseils tels que « Pense au compte du ménage pendant l'acte et mords-toi la langue si tu sens le plaisir monter ». Les dommages psychologiques furent catastrophiques et générationnels. Les femmes romaines apprirent à se dissocier de leur propre corps comme mécanisme de survie. Elles transmettaient leurs traumatismes comme des héritages familiaux, les mères apprenaient à leurs filles que ressentir quoi que ce soit pendant l'intimité pouvait les tuer. Toute la population féminine de Rome était essentiellement entraînée à développer le dysfonctionnement comme une compétence vitale. Mais le système allait bien au-delà de l'oppression individuelle. Le droit romain faisait du corps des femmes un bien public soumis au contrôle de l'État. La notion de consentement féminin n'existait pas. Les femmes étaient transmises du père à l'époux comme des titres de propriété. L'intimité d'une femme appartenait à son tuteur masculin, et toute expression de désir personnel constituait un vol à son propriétaire. Le terme juridique était « stuprum », tout acte intime violant la propriété masculine, quels que soient les sentiments de la femme. Voici un cas concret qui illustre cette folie. Une femme nommée Claudia a été accusée d'adultère parce qu'elle avait été vue en train de rire avec un ami au marché. Les preuves contre elle ? Des témoins ont affirmé qu'elle était apparue rouge et avait un sourire excessif en sa présence. Son mari a divorcé. Son père l'a dénoncée. Elle a perdu la garde de ses enfants. On ne l'a jamais accusée d'avoir eu des relations sexuelles, mais simplement d'avoir semblé apprécier une conversation avec un homme. La justification religieuse aggravait encore la situation. Les prêtres romains enseignaient que le plaisir féminin irritait les dieux et provoquait des catastrophes naturelles. Ils imputaient les mauvaises récoltes au plaisir des femmes. Ils attribuaient les défaites militaires aux femmes qui prenaient trop de plaisir à leur mari. Les Vestales, prêtresses les plus sacrées de Rome, étaient érigées en idéal, des femmes si pures qu'elles ne ressentaient rien, ne désiraient rien, ne ressentaient rien. Pourquoi Rome a-t-elle criminalisé le plaisir féminin ? La réponse révèle les peurs les plus profondes de l'Empire. Les hommes romains étaient terrifiés par le désir féminin, incapables de le contrôler par la force. On pouvait conquérir des territoires, asservir des populations et dominer d'autres hommes par la violence, mais le désir féminin exigeait la participation des femmes, et cette participation impliquait un choix. Dans une société fondée sur la domination, l'autonomie des femmes constituait une menace existentielle. Le système de contrôle intime à l'échelle de l'Empire s'étendait à chaque chambre, à chaque mariage, à chaque instant privé. Les maris espionnaient leurs épouses. Les esclaves dénonçaient leurs maîtresses. On apprenait aux enfants à surveiller leur mère pour déceler tout signe de jouissance inappropriée. Rome transforma chaque famille en un état de surveillance où le corps des femmes était le champ de bataille. Cela donne à la pudibonderie victorienne une allure de libération sexuelle, n'est-ce pas ? Les femmes romaines mouraient pour avoir exprimé des sentiments sincères. L'impact durable sur les mentalités occidentales se fait sentir à travers les siècles. Chaque fois que quelqu'un suggère aux femmes de ne pas trop profiter de l'intimité, il s'inspire de la terreur de la Rome antique. À propos de contrôle religieux, examinons ce qui se passait lorsque les vierges rompaient leurs vœux sacrés. Mais le sort le plus horrible attendait les vierges sacrées de Rome qui osaient le contact humain. Imaginez que perdre sa pureté signifie être enterré vivant pendant que la ville célèbre. Imaginez être choisi à 6 ans pour servir une déesse qui exigeait 30 ans de chasteté parfaite, sachant qu'un instant de faiblesse humaine signifiait la mort par suffocation dans un tombeau souterrain. Vous pensez que la culture moderne de la pureté est extrême ? Les Romains ont fait de la virginité un culte de la mort, ce qui fait passer le célibat religieux actuel pour une simple suggestion. Les Vestales étaient les femmes les plus puissantes et les plus terrifiées de Rome. Elles contrôlaient la flamme sacrée censée protéger l'Empire, conservaient les secrets d'État et bénéficiaient de privilèges qu'aucune autre femme ne possédait. Elles pouvaient posséder des biens, rédiger un testament et voyager sans tuteur masculin. Mais ce que la plupart des gens ignorent,
c'est qu'ils ont payé ce pouvoir de 3 décennies de terreur intime, où un seul baiser pouvait signifier être enterré vivant. La méthode d'exécution était spécifiquement conçue pour être un véritable cauchemar. Lorsqu'une Vestale était condamnée pour avoir rompu son vœu de chasteté, Rome ne se contentait pas de l'exécuter, elle l'enterra vivante dans une chambre souterraine appelée le Campus Sceleratus, le champ maléfique. Ils ne pouvaient verser le sang d'une Vestale, car elle était sacrée. Ils ont donc créé une fiction juridique, elle n'était pas exécutée, mais simplement envoyée à la déesse. Voici comment se déroulait le rituel funéraire, et les détails vous entreront. Tout d'abord, la Vestale condamnée fut dépouillée de ses vêtements sacrés et habillée comme une mariée, la mort étant présentée comme son mariage avec les enfers. Elle fut attachée avec des lanières de cuir et placée dans une litière fermée afin que personne n'entende ses cris tandis qu'elle était transportée à travers la ville. Toute la population était tenue d'observer un silence absolu. Quiconque parlait ou détournait le regard était puni. Sur le lieu de l'enterrement, les ouvriers ont préparé une pièce souterraine juste assez grande pour un lit, une lampe avec de l'huile pour une journée, et un peu de pain et d'eau. Le plus troublant? Ils ont inclus ces provisions pour pouvoir prétendre qu'ils ne la tuaient pas, mais la mettaient simplement dans une pièce où elle mourrait par hasard. La torture psychologique consistant à fournir juste assez de provisions pour prolonger la mort, mais pas assez pour survivre, était intentionnelle. La Vestale condamnée fut contrainte de descendre elle-même une échelle pour entrer dans la chambre. Elle dut participer à son enterrement. Une fois à l'intérieur, l'échelle fut retirée. L'ouverture fut scellée avec de la terre et le sol fut aplani comme si de rien n'était. Elle mourut lentement dans l'obscurité, mettant probablement plusieurs jours à suffoquer ou à mourir de soif. À la surface, la ville reprit son cours normal tandis qu'elle s'agrippait au plafond de terre jusqu'au sang. Laissez-moi vous parler de la Vestale Cornelia, dont l'exécution sous l'empereur Domitien illustre le caractère politique de ses morts. Cornelia avait servi fidèlement pendant plus de 20 ans lorsqu'elle fut soudainement accusée d'impureté. Les preuves? Aucune. Domitien avait besoin d'un bouc émissaire pour ses défaites militaires et décida que les dieux devaient être en colère contre les Vestales impures. Cornelia clama son innocence alors même qu'on la revêtait de ses vêtements funéraires. Des témoins rapportèrent qu'elle s'écria « Comment César peut-il me traiter d'impur alors qu'il a vaincu et triomphé pendant mon service ?» Peu importait. Elle fut enterrée vivante pour assouvir sa paranoïa impériale. Mais les Vestales n'étaient pas les seuls à mourir. Tout homme surpris en compagnie d'une Vestale risquait un sort sans doute pire, battu à mort à coups de verge sur le Forum romain, l'espace public le plus fréquenté de Rome. Sous les acclamations de la foule, les bourreaux devaient continuer à frapper jusqu'à ce que le corps soit méconnaissable. Le processus pouvait prendre des heures. Prenons le cas de Marc-Antoine, un jeune noble tombé amoureux d'une Vestale nommée Marcia. Leur liaison fut découverte lorsque des esclaves rapportèrent les avoir vus échanger des lettres. Marc fut traîné au forum, déshabillé et battu à coups de verge jusqu'à ce que ses os soient visibles à travers la chair abîmée. Des témoins affirment qu'il cessa de crier après la première heure, mais les coups continuèrent pendant 3 heures. Marcia observa la scène par une fenêtre avant d'être conduite dans son tombeau souterrain. Les méthodes de détection des ruptures de virginité étaient invasives et humiliantes. Les Vestales étaient soumises à des examens physiques réguliers par des prêtres qui prétendaient pouvoir identifier la perte de pureté grâce à des signes mystiques. Ils examinaient tout, de la couleur de leurs yeux à la texture de leurs cheveux. Le moindre changement physique pouvait déclencher une accusation, prise de poids, grossesse, perte de poids, désir d'un amant, peau trop pâle, mauvaise conscience, peau trop rouge, passion secrète. Le réseau de surveillance autour des Vestales était stupéfiant. Elles étaient suivies par des gardes, surveillées par des esclaves, surveillées par des prêtres. Chaque mot, geste, regard était consigné et analysé. Elles ne pouvaient parler aux hommes sans témoin. Elles ne pouvaient quitter leur domicile sans escorte. Elles ne pouvaient même pas sourire à un homme de leur famille sans risquer d'être accusées. Nous avons des dossiers de Vestales faisant l'objet d'enquêtes pour rire trop fort lors de dîners.
Les fausses accusations étaient courantes et motivées par des considérations politiques, des rivaux pouvaient se détruire mutuellement en accusant une fille ou une sœur d'être vestale. Le cas de la vestale Claudia illustre le fonctionnement de ces accusations. Son frère se présentait au consulat lorsque son adversaire répandit des rumeurs sur la pureté de Claudia. Malgré l'absence de preuves, elle fut contrainte de subir un procès public où des détails intimes de sa vie quotidienne furent révélés. Elle ne survécut que grâce à un miracle, elle pria la déesse Vesta de prouver son innocence par une intervention divine. Lorsque les flammes sacrées s'enflammèrent soudain, la foule la déclara pure. Combien de vases innocents périrent, incapables de produire des miracles opportuns. Le processus de sélection lui-même était une torture psychologique. Des filles âgées de 6 à 10 ans étaient tirées au sort parmi les familles nobles. Imaginez-vous être une enfant de 6 ans, arrachée à ses parents, à qui on annonce que tout contact amoureux avec un autre être humain pendant les 30 prochaines années signifierait la mort. L'endoctrinement commença immédiatement. On leur enseignait que leur pureté protégeait littéralement Rome de la destruction. Chaque défaite militaire, catastrophe naturelle ou épidémie était potentiellement de leur faute à cause de pensées impures. De nombreux vaisseaux se sont fissurés sous la pression. Les taux d'automutilation étaient astronomiques, mais dissimulés pour préserver le prestige de l'institution. Nous possédons des fragments de lettres provenant de vaisseaux décrivant des cauchemars, des hallucinations et des comportements autodestructeurs. L'une d'elles écrivait « Je rêve que la terre s'ouvre sous mes pieds. Je me réveille en haletant, cherchant de l'air qui n'existe pas », une autre décrit une recherche compulsive de son reflet, à la recherche de signes d'impureté que les prêtres pourraient déceler. La peine de 30 ans était spécifiquement calculée pour une cruauté maximale. Les filles entraient dans la société entre 6 et 10 ans et ne pouvaient en sortir qu'entre 36 et 40 ans, soit bien au-delà de l'âge idéal pour procréer dans la société romaine. Même si elles survivaient saines d'esprit, elles en sortaient trop âgées pour se marier et avoir des enfants selon les critères romains. Nombre de vestales retraitées vivaient comme des parias, trop étranges et abîmées pour une vie normale après 3 décennies de pureté forcée. La justification religieuse était que Vesta, déesse du foyer, avait besoin de servantes vierges pour entretenir sa flamme éternelle. Si la flamme s'éteignait, Rome tomberait. Si une vestale perdait sa virginité, la flamme s'éteindrait. Cette logique circulaire a piégé des générations de femmes dans une terreur intime, leur faisant croire que leur corps pouvait littéralement détruire la civilisation. Pourquoi la virginité avait-elle un tel pouvoir religieux ? Les Romains croyaient que la pureté féminine possédait des propriétés magiques protectrices. Le sang, les larmes et même le souffle d'une vierge étaient censés posséder des pouvoirs surnaturels. Mais ce pouvoir était fragile, une pensée intime pouvait le corrompre à jamais. Les vestales étaient essentiellement des talismans humains dont la valeur résidait dans ce qu'elles ne faisaient pas, ne ressentaient pas, ne vivaient pas. L'institution a duré plus de 1000 ans, de la fondation de Rome à 394 après Jésus-Christ, lorsque l'empereur chrétien Théodose l'a finalement dissoute. Imaginez un millénaire de jeunes filles enterrées vivantes pour avoir éprouvé le désir humain. Des milliers de femmes ont suffoqué dans l'obscurité parce qu'elles ressentaient ce que tout être humain ressent naturellement, les cris provenant de chambres souterraines que personne n'était autorisé à entendre. Le célibat religieux moderne semble-t-il une suggestion anodine ? Au moins, les prêtres modernes qui rompent leurs vœux sont déçus, et non étouffés. L'écho du sacrifice virginal se perpétue dans chaque engagement de pureté, dans chaque alliance père-fille. Nous venons de remplacer les chambres funéraires par des chambres psychologiques. Si les vierges sacrées étaient confrontées à la mort, imaginez ce qui se passait dans la chambre de l'empereur. Nous entrons maintenant dans le monde cauchemardesque des chambres impériales où les enfants humains devenaient des serviteurs vivants. Imaginez si les dirigeants du monde pouvaient légalement transformer vos enfants en serviteurs personnels, rassembler des nourrissons pour les former à devenir domestiques, organiser des dîners inappropriés comme divertissement d'État et marier des garçons castrés lors de cérémonies publiques. Pensez-vous que les hommes puissants abusent de leur position aujourd'hui ? Les empereurs romains ont fait passer les scandales modernes pour des faits d'amateurs, car ils ne cachaient pas leur perversion, ils en ont fait une politique d'État. L'Empire romain accordait à ses empereurs une immunité absolue face aux règles sociales habituelles.
Les fantasmes malsains qui traversaient l'esprit impérial devenaient réalité, imposés par des légions et financés par l'impôt. La progression du pouvoir vers la perversion était prévisible et terrifiante. Chaque empereur s'efforçait de surpasser ses prédécesseurs en extrémisme, créant une spirale compétitive de dépravation qui détruisit d'innombrables vies. Commençons par l'empereur Tibère, qui se retira sur l'île de Capri et la transforma en un centre d'entraînement défiant toute compréhension moderne. L'historien antique Suétone, qui avait accès aux archives impériales, a consigné des détails que la plupart des universitaires modernes refusent de traduire intégralement. Tibère créa ce qu'il appelait ses « petits poissons », des enfants entraînés dès leur plus jeune âge à effectuer des services aquatiques. Il fit construire des bassins spécialement pour ces activités. Dès leur plus jeune âge, des enfants étaient entraînés à nager entre ses jambes et à effectuer des services pendant qu'ils flottaient. Il les appelait ses petits poissons. L'apprentissage commençait avant même qu'ils sachent parler, conditionnant les nourrissons à associer l'eau à la servitude. Ceux qui pleuraient ou résistaient étaient noyés dans les mêmes bassins. Mais attendez, il y a pire. Tibère collectionnait ce qu'il appelait des « boutons de rose serrés », de jeunes garçons à l'âge précis où leur corps commençait à peine à se développer. Il avait des agents d'approvisionnement dans tout l'empire dont le seul travail consistait à identifier et à kidnapper des enfants à ce stade précis de développement. Les parents qui résistaient faisaient crucifier toute leur famille. Les enfants chanceux mouraient rapidement. Les malchanceux vieillissaient et étaient jetés comme des jouets cassés. L'infrastructure nécessaire à ces opérations révèle la véritable horreur. Tibère employait des équipes d'entraîneurs, de gardes, d'approvisionneurs et de soigneurs. Les dortoirs étaient remplis d'enfants à divers stades de formation. Le personnel médical les maintenait en vie tout en les obligeant à obéir grâce à des médicaments et des régimes alimentaires spécifiques. Les comptables suivaient les dépenses de ce que les documents officiels appelaient « fourniture de théâtre », un euphémisme pour désigner les enfants domestiques. Puis vint Caligula, qui fit paraître son oncle Tibère réservé. Caligula ne se contenta pas de commettre des actes déplacés avec les membres de sa famille, il en fit un art de la scène. Il interpella publiquement ses 3 sœurs lors de banquets d'État, forçant les sénateurs à les regarder et à les applaudir. À la mort de sa sœur préférée, Drusilla, il la proclama déesse et rendit son culte obligatoire. Le plus insensé résidait dans la doctrine religieuse que Caligula avait élaborée autour du comportement impérial. Il affirmait qu'en tant que Dieu vivant, les tabous humains habituels ne s'appliquaient pas à lui. Il se comparait à Jupiter, qui avait épousé sa sœur Junon. Quiconque remettait en question la divinité de ces relations inappropriées risquait la peine de mort pour athéisme. Imaginez être forcé d'adorer les abus dont vous avez été témoin ou de mourir par impiété. Le terrorisme intime de Caligula s'étendait au-delà de sa famille. Il invitait des couples nobles à dîner, examinait les épouses comme du bétail, puis emmenait dans sa chambre celle qui lui plaisait, tandis que son mari servait à table. Il revenait et critiquait la performance de la femme en détail, de manière explicite, devant son mari et les autres convives. La femme d'un sénateur refusa, alors Caligula la fit dévêtir lors d'une fête et vendit sa virginité aux enchères au plus offrant sous le regard de son mari. Mais même la dépravation de Caligula fait pâle figure face à Néron, qui atteignit de nouveaux sommets d'horreur grâce à ses innovations théâtrales. Néron castra un garçon nommé Sporus parce qu'il ressemblait à sa défunte épouse. Il épousa ensuite Sporus lors d'une cérémonie publique, avec voile et dot, forçant l'enfant mutilé à jouer le rôle d'impératrice. Les citoyens romains étaient tenus de célébrer ce mariage sous peine de trahison. Parmi les autres innovations de Néron figuraient ce qu'il appelait les « jeux de bêtes ». Il se faisait libérer d'une cage, vêtue de peau de bête, puis attaquait les parties intimes d'hommes et de femmes attachés à des pieux. Il ne s'agissait pas d'une perversion privée, mais d'un divertissement public dans l'arène. Des milliers de personnes regardaient leur empereur simuler la présence d'un animal sauvage attaquant des victimes ligotées. La foule était tenue d'applaudir sous peine d'être accusée de déloyauté. Les traces architecturales de la perversion impériale subsistent encore aujourd'hui. La maison dorée de Néron comprenait des chambres tournantes dont les plafonds à caissons s'ouvraient pour inonder les invités de fleurs et de parfums lors de rassemblements inappropriés. Des passages secrets lui permettaient d'observer les invités à leur insu.
Des chambres spéciales avaient des thèmes différents. L'une recréait une forêt pour les serviteurs de chasse. Une autre simulait les cieux, où Néron pouvait simuler l'assaut de dieux et de déesses représentés par des victimes peintes d'or et d'argent. Chaque cour impériale développa son propre vocabulaire de la perversion. Il ne s'agissait pas de termes d'argot, mais de fonctions officielles, assorties de salaires et de grades. Ces fonctions comportaient des tâches spécifiques, des exigences de formation et des possibilités d'avancement au sein de la hiérarchie impériale. La banalisation de la perversion impériale corrompait la société romaine de fond en comble. Les sénateurs rivalisaient pour offrir leurs enfants aux empereurs, espérant obtenir des faveurs politiques. Les mères formaient leurs filles aux techniques pour satisfaire les goûts impériaux. Les pères castraient leurs fils pour les rendre plus attrayants comme serviteurs impériaux. Ce qui n'était au départ qu'une maladie impériale devint un comportement aspirationnel pour les arrivistes. Les profils psychologiques de ces tyrans partageaient des schémas communs. Chacun d'eux a débuté avec des désirs relativement normaux qui se sont intensifiés lorsqu'ils ont compris que personne ne pouvait les arrêter. La capacité à assouvir n'importe quel fantasme a immédiatement entraîné l'ennui des plaisirs conventionnels. Ils avaient besoin d'actes de plus en plus extrêmes pour ressentir quelque chose. Le pouvoir ne corrompait pas seulement les autres, il les annihilait aussi dans leur capacité à considérer les autres comme des êtres humains. Les complices de la cour étaient presque aussi monstrueux que les empereurs eux-mêmes. Les Friedman ont bâti leur carrière en se procurant des victimes de plus en plus exotiques. Ils entretenaient des réseaux d'espions dans chaque province, traquant de magnifiques enfants comme des inventaires. Ils développaient des drogues pour maintenir les victimes dociles mais conscientes. Ils se débarrassaient des corps lorsque les empereurs se lassaient de leurs jouets. Ces hommes s'enrichissaient au-delà de toute imagination grâce au trafic systématique d'enfants. Mais voici ce qui illustre véritablement l'ampleur de la terreur impériale, l'infrastructure a survécu aux empereurs. À la mort de Tibère, son successeur Caligula hérita non seulement du trône, mais de l'ensemble du système, les entraîneurs, les proxénètes, les installations. À la chute de Néron, son successeur découvrit des archives détaillées des victimes, des fournisseurs et des techniques. Le système d'abus impérial était aussi organisé que le système de collecte des impôts est sans doute plus efficace. Les rares tentatives de réforme révèlent l'enracinement du système. L'empereur philosophe Marc Aurèle tenta de démanteler certaines des pires pratiques. Il ferma certains établissements, libéra des victimes, exécuta des proxénètes, mais le système entra tout simplement dans la clandestinité. Les sénateurs, enrichis en alimentant les appétits impériaux, ripostèrent. Commode, le fils de Marc Aurèle, allait restaurer et amplifier toutes les perversions que son père avait tenté d'éliminer. Les scandales politiques modernes paraissent désuets en comparaison. Les hommes puissants d'aujourd'hui cachent leurs crimes, paient pour leur silence et craignent d'être démasqués, contrairement aux empereurs romains, qui affichaient leur perversion comme une politique d'État. Les empereurs romains présentaient leur perversion comme des prérogatives divines. Ils n'avaient pas de victimes, ils offraient des sacrifices religieux à la divinité impériale. Ils ne commettaient pas de crimes, ils transcendaient les lois humaines par la divinité. Mais les empereurs n'étaient pas les seuls à repousser les limites. Attendez d'entendre parler des compétitions romaines. Vous pensez que la société moderne est obsédée par la performance ? Les Romains ont fait de l'intimité un sport de compétition. Imaginez si des marathons intimes étaient diffusés comme les Jeux Olympiques. Imaginez si votre ville décernait des distinctions civiques pour les performances d'endurance. Imaginez si de riches matrones rivalisaient publiquement avec des professionnels dans des compétitions intimes. Si les gladiateurs gagnaient leur liberté par l'athlétisme plutôt que par le combat. Vous regardez Netflix en boucle. Les Romains s'adonnaient à des performances humaines avec la même valeur de divertissement décontracté, sauf que leurs émissions mettaient en scène de vraies personnes s'autodétruisant pour des applaudissements. Rome ne s'est pas contentée de normaliser l'intimité publique, elle l'a glorifiée. Elle a créé des compétitions officielles avec des règles, des juges et des systèmes de notation. Les gagnants recevaient des prix, la célébrité et une promotion sociale. Les perdants risquaient l'humiliation, l'esclavage ou la mort. Le plus troublant, il ne s'agissait pas de perversion clandestine, mais de divertissement grand public auquel participaient sénateurs,
marchands et familles. La compétition intime la plus légendaire de l'histoire romaine impliquait l'impératrice Messaline, épouse de l'empereur Claude. Selon Pline l'Ancien, qui en fit un fait historique, Messaline défia la courtisane la plus célèbre de Rome, Cilia, à une épreuve d'endurance. Les règles étaient simples, celui qui servirait le plus de clients en une seule nuit gagnait. Voici ce que la plupart des gens ignorent du caractère systématique de cette compétition. Elle se déroulait dans un établissement de la Subura, le quartier des divertissements de Rome. Des juges officiels suivaient chaque rencontre. Des esclaves approvisionnaient les points d'hydratation. Des médecins se tenaient prêts à examiner les participants pour déceler d'éventuelles blessures. La compétition commença au coucher du soleil, la foule se rassemblant pour placer des paris. Cilia, la professionnelle, s'appliquait à gérer son rythme avec efficacité. Elle maîtrisait des techniques développées au fil des ans, des positions minimisant l'épuisement, des méthodes de récupération entre partenaires et des stratégies de dissociation mentale. À l'aube, elle avait servi 23 clients et déclarait avoir terminé ou épuisé mais satisfaite de ce qu'elle considérait comme une victoire. Mais Messaline n'en était qu'à ses débuts. L'impératrice, poussée par la compétitivité impériale et la possible consommation de drogues stimulantes, continua de prendre des clients même après la concession de Cilia. Elle atteignit 25 clients et continua. Les récits historiques rapportent qu'elle ne cessa que lorsque l'affranchi de Claude la quitta de force, toujours insatisfait et exigeant davantage de concurrents. Elle avait gagné, mais la victoire ne suffisait pas. Elle voulait établir un record inégalable. L'approche clinique de cette compétition révèle l'attitude des Romains envers l'intimité, perçue comme une forme d'athlétisme. Ils suivaient les statistiques à la manière des analystes sportifs modernes, durée de chaque rencontre, techniques utilisées, temps de récupération entre les partenaires. La victoire de Messaline fut relatée avec le même ton pragmatique que les historiens utilisaient pour les campagnes militaires ou les réalisations architecturales. Mais la compétition de Messaline n'en était que l'exemple le plus célèbre. Rome possédait une culture entière de compétition intime. Les écoles de gladiateurs utilisaient ces combats comme entraînement à l'endurance et à la tolérance à la douleur. Les vainqueurs obtenaient des privilèges, une meilleure nourriture, des cellules privées, le choix de partenaires pour le plaisir plutôt que pour la compétition. Le lien entre violence et intimité était évident, la même physicalité qui faisait un bon combattant faisait un bon athlète intime. Les riches romains organisaient des compétitions privées dans leurs villas, sur des thèmes élaborés. Un sénateur organisait chaque année des compétitions olympiques, où les participants s'affrontaient dans des épreuves athlétiques intimes d'inspiration grecque. Les épreuves mettaient en avant l'endurance, la quantité et la créativité. Les vainqueurs recevaient des trophées en or, fièrement exposés dans leur maison. Les systèmes de notation étaient étonnamment sophistiqués. Les juges généralement des personnes âgées ayant dépassé l'âge de la maturité ou utilisaient des grilles d'évaluation détaillées, points pour la technique, l'endurance, la satisfaction du partenaire et le sens du spectacle, déduction pour l'incapacité à terminer les positions, leur exécution prématurée ou la nécessité d'une récupération excessive. Certaines compétitions incluaient un vote du public pour les prix préférés du public. Les événements publics ont porté ce phénomène à un autre niveau. Il ne s'agissait pas de rassemblements spontanés, mais d'événements organisés avec droit d'entrée et prix en argent. Les organisateurs les présentaient comme des combats de gladiateurs, demain au terme d'Agrippa, Marc le Puissant contre Gaius l'Endurant, des prouesses intimes. Les citoyens achetaient des billets. Les vendeurs proposaient des collations. Les enfants regardaient depuis des galeries d'observation. Les règles de ces compétitions publiques étaient inscrites sur des tablettes de pierre. Les matchs standards duraient du coucher au lever du soleil. Les concurrents pouvaient se retirer à tout moment, mais perdaient leur prix et s'exposaient aux moqueries publiques. Les stimulants étaient non seulement autorisés, mais fournis par les organisateurs, des vins spéciaux mélangés à des herbes, des exhausteurs de goût primitif, et même des substances dangereuses comme la poudre de scarabée qui augmentait la circulation sanguine mais pouvait provoquer une insuffisance cardiaque. Les compétitions féminines avaient leur propre dynamique terrifiante. Contrairement aux hommes qui concouraient volontairement pour la gloire, de nombreuses participantes étaient des esclaves ou des femmes libérées désespérées luttant pour leur survie.
Les gagnantes pouvaient gagner suffisamment pour acheter leur liberté ou nourrir leurs enfants. Les perdantes souffraient souvent de séquelles physiques permanentes. Nous disposons de textes médicaux décrivant les blessures courantes en compétition, déchirure des tissus, inflammations dangereuses, infections à mort lente. Le lien avec les gladiateurs mérite une attention particulière, car il montre comment Rome instrumentalisait l'intimité. Après leur victoire dans l'arène, les gladiateurs pouvaient être loués pour des rencontres intimes. Femmes et hommes offraient des sommes astronomiques pour des champions. Mais voici le revers de la médaille, certains gladiateurs gagnaient leur liberté non pas grâce à des victoires au combat, mais grâce à des performances intimes pour de riches clients. L'infrastructure soutenant ces compétitions était vaste, des centres d'entraînement où les aspirants compétiteurs pratiquaient leurs techniques, des médecins spécialistes qui soignaient les blessures liées à la compétition, des maisons de paris qui fixaient les cotes et collectaient les mises, et même des organismes de réglementation qui certifiaient les compétitions officielles par rapport aux événements non homologués. Rome bureaucratisait l'intimité compétitive comme tout autre divertissement public. L'usage de drogue était endémique et dangereux. Les concurrents consommaient des potions à base de plantes toxiques, d'organes animaux et de minéraux comme le mercure. Un stimulant populaire, fabriqué à partir de scarabées écrasés, provoquait une excitation prolongée, mais aussi une insuffisance rénale. Les décès pendant les compétitions étaient si fréquents que les organisateurs préparaient des bûchers funéraires. Mourir pour la gloire intime était considéré comme honorable, comme mourir dans l'arène. Les dommages psychologiques subis par les participants étaient graves, mais ignorés. Les compétiteurs ont développé ce que la psychologie moderne appelle des troubles dissociatifs, la capacité à séparer complètement l'esprit du corps lors d'actes intimes. Nombre d'entre eux sont devenus incapables d'entretenir des relations normales, ne pouvant performer qu'en contexte compétitif. Les champions retraités se sont souvent blessés, incapables de s'adapter à la vie sans les acclamations du public. L'exposition des enfants à ces compétitions était particulièrement néfaste. Les parents romains emmenaient leurs enfants y assister, croyant que c'était éducatif. Les garçons apprenaient que les prouesses intimes déterminaient la valeur masculine. Les filles apprenaient que leur corps était un lieu de performance. On trouve des témoignages d'enfants participant à des jeux de compétition, imitant ce qu'ils avaient vu des adultes faire pour remporter des prix. La normalisation a commencé tôt et a donné naissance à des générations de Romains qui ont considéré l'intimité comme un sport public plutôt que comme une relation privée. L'écosystème économique autour des compétitions intimes était colossal. Les entraîneurs facturaient des honoraires exorbitants pour préparer les concurrents. Les marchands vendaient du matériel, huiles spéciales, produits dopants, toniques de récupération. Les artistes créaient des sculptures commémoratives de victoires célèbres. Les poètes écrivaient des odes à des performances légendaires. L'athlétisme intime générait des revenus comparables à ceux des gladiateurs. Certaines compétitions proposaient des variantes thématiques qui repoussaient encore plus loin les limites, des épreuves mythologiques où les participants rejouaient des exploits divins intimes, des compétitions historiques recréant des rencontres célèbres du passé, des championnats exotiques mettant en scène des positions importées de territoires conquis. Chaque variante nécessitait un entraînement et un équipement spécifiques, créant des industries entières autour de l'innovation intime. La tenue des registres était méticuleuse. Les historiens romains retraçaient les exploits intimes, comme les victoires militaires, qui détenaient le record d'endurance, quelle position obtenait les scores les plus élevés, quel était le nombre maximal de partenaires dans une même compétition. Il ne s'agissait pas de décomptes privés, mais de connaissances publiques gravées dans des monuments de pierre et conservées dans les archives officielles. Cela donne à la culture moderne du sexe un air romantiquement conservateur, n'est-ce pas? Nous nous inquiétons des applications de rencontres, tandis que les Romains mouraient littéralement en se battant pour des records d'intimité. Ces échos persistent dans la culture moderne qui privilégie la performance aux relations, dans la gamification de la conquête amoureuse, dans la réduction de l'intimité humaine à la performance sportive. En parlant de performance, les Romains employaient des instructeurs professionnels, vous aurez du mal à y croire. Mais le plus incroyable, c'est qu'ils employaient des êtres humains comme manuel d'éducation intime. Imaginez si l'éducation intime consistait à assister à des démonstrations en direct par des professionnels.
Imaginez assister à la répétition de votre mariage où des experts vous montraient exactement comment vous produire le soir de vos noces, non pas avec des schémas ou des poupées, mais avec leur propre corps en temps réel. On apprenait l'intimité dans les livres ou les vidéos, les Romains l'apprenaient grâce à des spectacles qui seraient aujourd'hui illégaux dans tous les pays. Les Spondari étaient les professionnels de l'intimité à Rome, et leur existence révèle une perversion systématique profonde que les historiens peinent encore à expliquer. « J'ai été envoyé pour te peindre, dit-il. » Eugénia ne bougea pas de son berceau. « Pourquoi ?» L'homme hésita, ses doigts serrant le cadre en bois du chevalet. C'était l'ordre du roi. Elle laissa échapper un long soupir, observant la brume se former dans l'air glacial. Bien sûr, même en déclinant, elle restait son spectacle. Le peintre installa ses outils en silence, disposant pinceau et pigments avec une précision témoignant d'années de pratique. Contrairement à don Sébastien, cet homme ne ricanait pas et ne la poussait pas. Il travaillait en silence, son regard oscillant entre elle et la toile avec une pointe de reconnaissance plutôt que de pitié. « Tu n'es pas obligé de te redresser, dit-il enfin. Reste allongé comme tu es. » Eugénia ferma les yeux. Le poids de son corps, autrefois source de fascination grotesque, avait diminué. La chair qui avait fait d'elle une merveille s'accrochait désormais lâchement à ses os, les plis de sa peau relâchés par la maladie et l'abandon. Les coups de pinceau commencèrent, doux et précis. Le peintre ne se précipita pas. « Comment t'appelles-tu » demanda Eugénia d'une voix chuchotée. Le pinceau s'est immobilisé. « Louis » murmura-t-elle en ouvrant les yeux. « Tu peins beaucoup de monstres, Louis ?» Son regard croisa le sien, fixe. « Je peins des gens, » répondit-il. Les mots la recouvrirent comme un linceul. Pendant des heures, le seul bruit était le frottement des poils sur la toile et l'écho lointain des pas dans le couloir. Louis travaillait en silence, ses mains gesticulant avec une douceur qui semblait étrangère dans ce lieu de cruauté. Quand la lumière commença à décliner, il posa son pinceau. C'est fait. Eugénia n'avait pas demandé à le voir. Elle savait déjà ce qu'il montrerait, une femme brisée par le poids des rires des autres, les yeux creusés de chagrin, le témoignage ultime d'une vie réduite au spectacle. Louis rangea lentement ses outils, ses gestes réfléchis. Avant de partir, il s'arrêta devant la porte. « Ils se souviendront de toi, » dit-il doucement. Eugénia tourna son visage vers le mur. « Non. Ils se souviendront du monstre qu'ils ont fait de moi. » La porte claqua derrière lui. Dehors, le vent hurlait, et dans l'obscurité grandissante, Eugénia Martinez Valiro attendait la fin. Le portrait serait accroché dans la salle des curiosités, une curiosité de plus parmi tant d'autres. Les visiteurs s'arrêteraient devant lui, murmurant des rumeurs à demi oubliées avant de passer à la merveille suivante. Mais pour l'instant, dans cette pièce silencieuse, il n'y avait que la jeune fille ni une merveille, ni un monstre, juste une personne, enfin invisible. Et c'était peut-être là la plus grande des grâces. Le portrait lui survécut. Il resta accroché dans la salle des curiosités pendant des décennies, ramassant la poussière aux côtés du veau à deux têtes en peau de faucon et des restes empaillés d'un lion qu'on disait apprivoisé par un saint. Les visiteurs de la cour royale s'arrêtaient devant le tableau, le nez plissé devant la figure grotesque qui y était représentée. Qui était-elle ? Demanda une jeune noble un après-midi, ses jupes de soie effleurant le sol alors qu'elle se penchait plus près. Son compagnon, un homme à la perruque poudrée et à l'air perpétuellement ennuyé, ouvrit un éventail. Une paysanne, j'imagine. Le roi la gardait comme animal de compagnie, il paraît qu'il la nourrit jusqu'à ce qu'elle puisse à peine marcher. C'était vraiment amusant à son époque, railla-t-il. Un récit des folies de la nature, répondit l'homme, la dirigeant vers une exposition plus raffinée, une coupe ornée de pierres précieuses qui aurait appartenu à Salomon. Les années passèrent. Des guerres éclatèrent. Des rois périrent. Des empires s'élevèrent et s'effondrèrent. La salle des curiosités fut démantelée, son contenu fut dispersé dans des collections privées et des réserves oubliées. Le portrait d'Eugénia a changé de main une demi-douzaine de fois, chaque propriétaire étant moins intéressé par la jeune fille qu'il représentait que par sa valeur en tant que sujet de conversation macabre.
Dans un bureau mal éclairé de Madrid, un historien observait le tableau en plissant les yeux, ses lunettes sur le bout du nez. Fascinant, murmura-t-il à son assistant. Un parfait exemple de la fascination baroque pour le grotesque. Remarquez les proportions exagérées, clairement destinées à susciter à la fois pitié et révulsion. Les citoyens se rassemblaient autour d'elle pour les fêtes. Les enfants jouaient dans ces jets d'eau et les touristes posaient pour des peintures avec la fontaine géante. Elle resta pendant des siècles un monument romain central. Les maisons privées rivalisaient pour les représentations phalliques les plus impressionnantes. Nous disposons de documents attestant que de riches Romains commandaient des statues de Priape toujours plus grandes, certaines dotées d'éléments mécaniques permettant à l'organe reproducteur de bouger ou de projeter de l'eau colorée. Les garden parties comportaient des jeux où les invités tentaient de lancer des anneaux sur les appendices des statues. L'organe reproducteur n'était pas seulement normalisé, il constituait un divertissement. L'exploitation commerciale était systématique. Les artisans se spécialisaient dans la création d'objets phalliques pour tous les usages. Des lampes à huile aux formes reproductibles éclairaient les maisons romaines. Des carillons éoliens phalliques, appelés tintinabula, étaient suspendus aux portes. Des miroirs aux formes reproductibles reflétaient des visages romains. Même les meubles comportaient des éléments phalliques, pieds de table sculptés en organes reproducteurs, accoudoirs de canapés terminés par des pointes symboliques. Impossible d'échapper à l'imagerie génitale, même en essayant. Les graffitis ajoutent une couche supplémentaire d'obscénité normalisée. Les murs de Pompéi conservent des milliers de messages et de dessins intimes. Mais ceux-ci n'étaient pas cachés dans des ruelles, on les trouve dans les rues principales, les bâtiments publics et même les temples. Les enfants apprenant à écrire s'exerçaient en gravant des messages grossiers sur les murs publics. Leur abondance suggère qu'il ne s'agissait pas d'une rébellion, mais d'une pratique courante. L'impact psychologique d'une exposition constante au phallus a façonné la conscience romaine d'une manière que nous commençons seulement à comprendre. Les enfants élevés entourés d'images reproductives ont développé des conceptions de l'intimité totalement différentes de celles des humains modernes. Le phallus n'était ni privé ni honteux, il était divin, protecteur et divertissant. Cette normalisation a permis les extrêmes intimes décrits tout au long de ce texte. Lorsque les organes reproducteurs sont sacrés, tout ce qui les concerne devient un acte religieux. Certains intellectuels romains ont tenté d'expliquer cette obsession par la philosophie. Ils ont soutenu que le phallus représentait la force vitale, le pouvoir créateur, le triomphe de la civilisation sur le chaos. Mais la réalité était plus crue. Les Romains étaient une culture de conquête qui considérait la domination comme un pouvoir et ils ont gravé leur vision du monde dans la pierre. Chaque symbole désignant un quartier de divertissement, chaque chiot représentant une menace de punition, chaque charme porté par les enfants renforçait ce message, domination intime égale domination sociale. La réaction chrétienne à la culture phallique romaine fut, comme on pouvait s'y attendre, extrême. Lorsque le christianisme devint religion officielle, des armées d'ouvriers furent dépêchées pour détruire les sculptures reproductrices dans tout l'Empire. Cette dégradation systématique nous fournit une preuve négative, le ciselage minutieux des organes intimes des statues témoigne de leur omniprésence. Selon certaines estimations, des millions d'images phalliques ont été détruites lors de la purge chrétienne, mais leur influence a persisté de manière cachée. Les églises médiévales ont incorporé de subtiles images phalliques, soi-disant pour conjurer le mal. Les artistes de la Renaissance ont redécouvert l'art érotique romain et l'ont intégré à leurs œuvres classiques. Aujourd'hui encore, les archéologues découvrent régulièrement de nouveaux artefacts phalliques, chacun rappelant une civilisation qui a fait de l'organe reproducteur un art public. Cela donne une impression de subtilité à la publicité moderne, n'est-ce pas? On se demande si les panneaux d'affichage peuvent afficher un contenu suggestif à l'époque où les Romains vivaient dans des villes où chaque coin de rue arborait un symbole reproductif. L'influence durable sur le symbolisme occidental est plus profonde qu'on ne l'admet. Chaque fois que nous rions d'une architecture phallique accidentelle ou de logos d'entreprise, nous nous inspirons de la conscience romaine qui voyait des symboles reproductifs partout, car ils étaient littéralement omniprésents. Alors, que nous apprend toute cette folie sur la nature humaine? Vous vous souvenez quand j'ai dit que chaque instant d'intimité pouvait être votre arrêt de mort? Maintenant, vous comprenez, je n'exagérais pas.
Nous venons de parcourir sept cercles de l'enfer intime romain, tous plus dérangeants les uns que les autres, des lois qui rendaient certaines positions passibles de mort aux empereurs qui transformaient des enfants en serviteurs vivants, des femmes enterrées vivantes pour avoir éprouvé du plaisir aux compétitions ou des gens mouraient littéralement pour des records intimes. Voici ce qui relie toutes ces horreurs, Rome ne se contentait pas de pratiques intimes extrêmes. Elle a bâti toute une civilisation sur la terreur intime. La hiérarchie de la domination a détruit des carrières. La criminalisation du plaisir féminin a tué des filles. Le culte de la mort virginale a étouffé des prêtresses. La corruption impériale a industrialisé les abus. Les compétitions intimes ont glorifié l'agression. Les manuels de démonstration humaine ont brisé des corps pour l'éducation. Les monuments phalliques ont sacralisé l'obscénité. Tout cela s'inscrivait dans un usage systématique de l'intimité comme arme de contrôle social. L'Empire romain a conquis le monde par sa puissance militaire, mais il contrôlait ses propres citoyens par une législation intime. Chaque chambre à coucher est devenue un champ de bataille où une mauvaise position signifiait la mort sociale. Chaque lit conjugal est devenu un tribunal où le plaisir féminin était une preuve criminelle. Chaque vierge est devenue un sacrifice potentiel pour la sécurité de l'État. Chaque enfant est devenu une propriété impériale potentielle. Chaque compétition est devenue un combat à mort. Chaque manifestation est devenue une séance de torture. Chaque coin de rue est devenu un sanctuaire de la reproduction. Mais voici la révélation ultime, Rome est tombée non pas malgré, mais à cause de l'extrémisme intime. Les mêmes perversions qui ont démontré la puissance impériale ont également détruit l'humanité impériale. Les empereurs qui considéraient les citoyens comme des jouets ne pouvaient inspirer la loyauté. Les sénateurs qui craignaient les accusations dans leur chambre ne pouvaient gouverner efficacement. Les femmes entraînées à ne rien ressentir ne pouvaient élever des enfants en bonne santé. Les hommes obsédés par la domination ne pouvaient former des relations stables. Une civilisation qui transformait l'intimité en violence a fini par se déchirer. Ce que l'histoire intime romaine révèle sur le pouvoir et le contrôle devrait nous terrifier, lorsque les gouvernements légifèrent sur ce qui se passe dans les chambres à coucher, lorsque les hommes puissants ne subissent aucune conséquence pour leurs appétits, lorsque l'intimité devient une performance plutôt qu'une connexion, lorsque les enfants sont exposés à du contenu pour adultes comme étant normal, lorsque la compétition remplace l'intimité, lorsque les corps deviennent des outils de démonstration, lorsque l'obscénité devient sacrée et la civilisation ne devient pas plus sophistiquée, elle devient plus sauvage. Les dangers de la législation sur l'intimité se répercutent à travers l'histoire. Chaque société qui a tenté de contrôler l'intimité humaine par la loi a engendré des perversions pires que celles qu'elle cherchait à prévenir. La répression religieuse extrême, la pudibonderie victorienne, les excès puritains, tous ont suivi les traces de Rome en tentant d'enfermer la nature humaine par la terreur. Le résultat est toujours le même, le refoulé revient sous forme de maladie. Les dommages psychologiques causés par la terreur intime romaine ont perduré pendant des générations. Nous avons hérité de conceptions de l'intimité façonnées par les extrêmes romains, la honte du plaisir, les rapports de force dans les chambres à coucher, l'angoisse de la performance, la séparation entre intimité et connexion. La relation confuse de la civilisation occidentale à l'intimité trouve son origine directe dans l'héritage toxique de Rome, nous nous remettons encore de ces dommages 2000 ans plus tard. La prochaine fois que vous vous plaindrez des applications de rencontres, souvenez-vous des femmes romaines feignant l'insensibilité pour survivre aux relations conjugales imposées par l'État. La pire expérience amoureuse est celle d'être enterré vivant pour avoir éprouvé du plaisir. La liberté intime moderne ou le droit de choisir ses partenaires, ses positions et ses plaisirs est une anomalie historique que nous tenons pour acquise. Pendant la majeure partie de l'histoire de l'humanité, ce qui se passait dans les chambres était contrôlé par la loi, la religion et la terreur sociale. Nous vivons au paradis, comparé à la terreur intime romaine. On peut choisir ses partenaires sans vérifier leur statut juridique. On peut connaître le plaisir sans craindre l'exécution. On peut refuser des avances sans être assassiné par son père. On peut aimer qui l'on veut sans être enterré vivant. On peut rivaliser intimement pour le plaisir plutôt que pour la survie. On peut apprendre l'intimité dans les livres plutôt qu'en écoutant des manifestants humains brisés.
On peut déambuler dans les rues sans se frayer un chemin à travers des symboles de reproduction en pierre. Mais voici pourquoi il est important de comprendre cela pour la société moderne, les pulsions romaines n'ont pas disparu, elles sont simplement passées sous silence. Chaque homme politique qui légifère sur les chambres à coucher reflète le contrôle romain. Chaque personne puissante qui abuse de sa position reflète la perversion impériale. Toute culture qui fait honte au plaisir féminin perpétue la misogynie romaine. Toute société qui fait de l'intimité une performance plutôt que de la connexion suit les traces romaines vers la destruction. L'Empire romain nous montre ce qui arrive lorsque l'intimité devient une arme, lorsque les actes privés deviennent des performances, lorsque le pouvoir ne connaît aucune limite, lorsque la loi s'immisce dans les chambres à coucher, lorsque les enfants deviennent des objets, lorsque la compétition remplace la connexion, lorsque les corps deviennent des outils, lorsque l'obscénité devient normale. C'est un avertissement gravé dans la pierre et les vierges enterrées, les civilisations qui instrumentalisent l'intimité se détruisent de l'intérieur. Nous avons le choix. Nous pouvons tirer les leçons de l'expérience catastrophique de Rome en matière de contrôle intime, ou reproduire leurs erreurs avec des variantes modernes. Nous pouvons protéger la liberté intime en tant que droit humain ou la voir s'éroder sous l'effet de la législation et de la honte. Nous pouvons traiter l'intimité comme un lien personnel sacré ou la réduire à une simple représentation publique et à une compétition. Nous pouvons protéger les enfants des contenus pour adultes ou normaliser leur exploitation. Nous pouvons repérer les signes avant-coureurs ou les ignorer jusqu'à enterrer notre propre innocence. Abonnez-vous pour découvrir d'autres vérités historiques dérangeantes qu'on n'enseigne pas à l'école. Dites-nous quelle horreur intime romaine vous a le plus choqué. Partagez-la avant qu'elle ne soit enterrée, telle une vestale qui a osé se sentir humaine. Car ceux qui n'apprennent rien de l'histoire ne sont pas seulement condamnés à la répéter, ils sont condamnés à la répéter dans leur chambre, dans leurs lois et dans la vie de leurs enfants. L'Empire romain a conquis le monde, puis s'est autodétruit par son extrémisme intime. La question est, allons-nous tirer les leçons de leurs cris ou ajouter les nôtres au cœur de la terreur intime de l'histoire? Le choix nous appartient. Choisissez avec sagesse, votre civilisation en dépend.